Bonjour à tous et bienvenue sur le JT de Hertz en Provence. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du lundi 10 février. Je suis aujourd'hui avec les chroniqueurs de la semaine, Antoine et Raphaël. Bonjour. Et au sommaire de ce JT, exploration spatiale, primaire démocrate et musique en relation avec les élections présidentielles américaines. J'ai le plaisir de commencer et de vous emmener faire un tour dans l'espace. Ce lundi matin à 5h03 heure française a décollé de Cap Canaveral un lanceur de la NASA. À son bord, non pas de nouveaux astronautes pour l'ISS, non pas un ravitaillement pour la station, mais une nouvelle sonde spatiale. Et surprise, elle est européenne. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, a en effet collaboré avec la NASA afin d'envoyer la sonde Solar Orbiter au plus près de notre étoile. Tâchons de mieux comprendre cette mission et surtout l'importance qu'elle revêt. Le projet est né en plusieurs phases. Dès 1998, l'observation du Soleil est mentionnée dans les diverses conférences fixant les objectifs de l'Agence spatiale européenne. En 2000, le projet naît et devient alors officiellement une mission de l'ESA. Les premiers développements scientifiques se font dès 2011, avec la production de la sonde par une firme basée au Royaume-Uni, ainsi qu'Airbus, et la fabrication d'une dizaine d'instruments par la France, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Suisse. La NASA annonce enfin sa coopération avec le lancement de la sonde et la fourniture d'un équipement d'observation en échange d'un accès aux données de la mission. Alors, quelles sont ces missions ? Les objectifs scientifiques sont multiples, mais tous visent à mieux comprendre le corps céleste qui nous illumine et nous permet de vivre sur notre planète bleue. Le Soleil n'est en effet pas inerte et Solar Orbiter compte bien percer ces mystères. La sonde va donc se placer à une orbite très proche de la couronne du Soleil, de l'ordre du millier de kilomètres, et étudier à l'aide de 10 instruments scientifiques sa composition et ses effets. Parmi les champs d'études, on peut compter les vents solaires, donc qui sont des particules qui impactent directement les satellites, l'atmosphère magnétique du Soleil, qu'on appelle l'héliosphère, et qui s'étend sur tout le système solaire, qui est à l'origine également de nos aurores polaires, ou plus généralement, estimer une cartographie des régions polaires du Soleil. Et enfin, en quoi cette mission est-elle importante ? Eh bien, elle l'est pour deux raisons. La première, elle est scientifique. Cette étude est une avancée en soi. Observer un corps céleste aussi chaud, aussi magnétisé, n'est pas une chose aisée, et l'ESA a construit à cette fin une sonde d'un nouveau genre qui embarque un bouclier solaire qui permet des observations au plus près. Le ratio taille-équipement-poids du satellite est également remarquable, un véritable progrès dans ce domaine. Et enfin, la deuxième raison, elle est plus politique, puisqu'elle repose sur le fait que cette nouvelle mission illustre une coopération européenne dans le domaine scientifique et de la conquête spatiale. Après la mission Rosetta en 2016, qui a été un succès, l'Agence spatiale européenne lance une nouvelle mission d'envergure, et qui repose cependant sur un nombre restreint de pays qui disposent de la capacité de produire des équipements de pointe et de les financer. Cette mission, elle serait trop belle sans une ombre au tableau, qui consiste en le partenariat avec la NASA. Nous avons quelques raisons de nous poser des questions sur le partenariat ESA-NASA. L'agence américaine a en effet contribué à l'envoi de la sonde et fourni un équipement à celle-ci, mais la contrepartie est néanmoins un accès illimité aux résultats scientifiques qui pourront être recoupés avec ceux obtenus via la sonde américaine Parker Solar Probe, qui est déjà en orbite autour du Soleil. Alors, lorsqu'on sait que le Space Act américain privatise les ressources de l'espace et leur donne un droit de propriété sur tous les corps célestes sur lesquels flotte le drapeau américain, on peut s'inquiéter sur l'utilisation que la NASA fera de ces informations. Peut-être faudrait-il songer à développer un partenariat plus équitable entre les deux agences, par exemple en incluant l'ESA au projet de reconquête de la Lune baptisé Artemis. En attendant, levons les yeux au ciel et regardons notre sonde Solar Orbiter s'éloigner de nous à plus de 3 km par seconde et partir droit vers notre étoile. Rêvons nous aussi de percer un jour les mystères du vide qui nous entoure et rendez-vous en orbite solaire en 2022. Nous nous tournons maintenant vers Antoine qui va nous ramener les pieds sur terre et nous parler des primaires américaines. Oui, alors, dans un climat marqué par l'acquittement du président Trump devant le Sénat à majorité républicaine, les primaires démocrates sont au cœur du débat politique et médiatique des États-Unis. De ces primaires, 11 sont toujours candidats, mais les résultats du caucus de l'Iowa de la semaine dernière montrent une large fracture entre 4 candidats et les autres qui ne récoltent pas ou peu de voix. Il est important de préciser que le caucus de l'Iowa est le premier vote des sympathisants démocrates et ces caucus, en fait, sont tout simplement des rassemblements d'adhérents du Parti démocrate et se comptent au nombre de 9. Ces caucus permettent également de désigner à la fin de ce processus électoral le candidat vainqueur du Parti démocrate. Et il faut tout de même préciser que le caucus de la semaine dernière, celui de l'Iowa, qui met en tête Pete Buttigieg et Bernie Sanders, reste mineur quand on le compare par exemple avec le Super Tuesday, qui est un caucus qui rassemble les votes de 10 États simultanément, comme la Californie ou l'État de New York, qui sont des États très importants et qui permettent de dégager une tendance générale. Alors, dans cette primaire, 4 candidats sont donnés favoris.
tout d'abord Bernie Sanders qui semble être au coude à coude avec Pete Buttigieg dans l'Iowa, et le candidat le plus connu parce qu'il a déjà participé à des primaires en 2016 contre Hillary Clinton. Également Pete Buttigieg qui est la surprise de ces primaires est un maire d'une petite commune de l'Indiana qui s'appelle South Bend et qui est ouvertement homosexuel. Également Joe Biden qui est l'ancien vice-président et qui a longtemps été donné favori par les sondages mais qui aujourd'hui est en difficulté, est également présent dans ce peloton de tête. Et enfin Elizabeth Warren, seule femme sénatrice favorite dans ces primaires, semble également être appréciée par l'électorat démocrate. On peut aussi préciser qu'il y a une fracture idéologique entre les 4 candidats. 2 d'entre eux ont une vision plus radicale de la gauche, comme Bernie Sanders et Elizabeth Warren sur des sujets particuliers comme la protection sociale ou l'environnement, alors que Pete Buttigieg et Joe Biden ont plutôt des visions plus traditionnelles et centristes du Parti démocrate qui s'attachent à ne pas critiquer l'establishment de Washington. Et toutefois, pour en revenir au caucus de l'Iowa, il a été marqué par de nombreux bugs informatiques qui ont rendu les résultats assez mitigés, assez difficiles à analyser, et qui n'ont pas vraiment désigné de vainqueur entre Bernie Sanders et Pete Buttigieg, ce qui a fait les choux gras de Donald Trump, qui a décrit ce processus sur Twitter en décrivant les primaires démocrates comme un désastre absolu. Du coup, on peut penser que le caucus de demain du New Hampshire permettra enfin de clarifier la situation et de désigner pour ce mois un candidat qui pourrait rassembler en grande majorité et en masse les électeurs démocrates. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre ami Rafou, sans transition, qui va nous parler de musique et d'élections présidentielles. La course à la Maison-Blanche a officiellement commencé lundi dernier lorsque les regards du monde entier étaient fixés sur l'état de l'Iowa où allait se tenir la première étape de sélection du candidat démocrate qui affrontera Trump le 3 novembre prochain. Ces dernières semaines, vous n'avez également pas pu passer à côté des Grammy Awards où les stars ne se sont pas privées d'exposer leurs opinions politiques. On peut par exemple penser à la chanteuse Joy Villa qui y portait une robe avec écrit Trump 2020 devant et Impeached and Re-elected derrière, pas besoin de traduction, j'imagine que vous avez compris. On peut également penser à J. Cole, dont l'album très attendu The Fall Off aura pour thématique une élection présidentielle. Reste à voir si celle-ci sera fictive ou non. Il est donc évident que l'industrie musicale américaine a une fascination incontestée pour tout ce qui touche à la politique. Mais cette relation va dans les deux sens. Effectivement, les candidats au présidentiel utilisent souvent la musique pour attirer les sympathies de l'électorat en faisant part de leur amour pour le 4e art. On peut penser à Bill Clinton en 1992 qui a fait un solo de saxophone en direct au Arsenio Hall Show. Et ils peuvent également attirer les sympathies de l'électorat en véhiculant certaines valeurs ou certains projets de campagne à travers leur playlist de campagne qu'ils jouent à chaque meeting. En effet, les choix de sons dans les playlists de campagne d'un candidat reflètent souvent l'électorat que celui-ci vise. On peut penser à Kamala Harris, par exemple, avant son retrait, qui visait un public assez jeune avec sa playlist très axée sur tout ce qui était hip-hop, R&B, avec des sons de Childish Gambino, Bruno Mars ou même Tupac, pour ne citer que. Donald Trump, lui, a 69% de son rock dans sa playlist de 2020, est également 69% de musique datant des années 50 et 70, dont une majorité ont été dans le top 10 du Billboard, de sorte à ce que les supporters présents au rallye puissent faire communion autour de classiques ayant forgé l'identité de la culture américaine en quelque sorte. Le choix des tracks peuvent aussi souligner plusieurs points de programme des projets de campagne. Je pense par exemple à la campagne d'Obama en 2008, quand We Take Care of Our Own de Bruce Springsteen est devenu un véritable hymne pour son projet d'Obamacare, notamment avec les paroles Wherever this flag is flown, we take care of our own. Donc là où ce drapeau vole, nous prendrons soin des nôtres.
très littéralement. Et du coup, maintenant, ce titre est désormais vraiment ancré dans la tradition des playlists du coup de candidats démocrates se voulant progressistes, et notamment employé cette année par des candidats tels que Elizabeth Warren ou Joe Biden, pour ne citer que deux, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, genre il y en a plein qui l'utilisent. Bernie Sanders, lui, veut rompre avec les traditions des playlists de Bernie Sanders, lui, veut rompre avec les traditions et le montre en introduisant non pas un, non pas deux, mais 3 sons avec le mot révolution dans leur titre. Revolution de Flogging Molly, Revolution aussi de Toots and the Maytals et The Revolution Starts de Steve Earle. Donc parfois les artistes en question du coup valident ces utilisations en soutenant les candidats, comme le font du coup les Strokes en organisant un concert de soutien à Sanders aujourd'hui dans le New Hampshire. Mais parfois ils ne valident pas, comme l'a fait Brian May, guitariste légendaire de Queen, qui a beaucoup critiqué l'utilisation à répétition de We Are the Champions par le candidat Trump en 2016. Mais une chose reste sûre, la musique prend une place de plus en plus importante dans la politique américaine, et avec le développement de ce qu'on appelle sa peopleisation, on pourrait peut-être voir un musicien comme par exemple Kanye West concourir, voire même remporter les élections, et ce dès 2024. Merci Raphaël pour cette dernière chronique. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Antoine et Raphaël, d'y avoir participé. Merci Alexandre. Merci à la régie, et on se retrouve très vite dans une prochaine édition. À très bientôt sur Arts en Provence. Salut.